Eh bien voilà, bonjour Marc Goudianou. Bonjour Carole, bonjour Laurent, bonjour à tous nos amis internautes et à tous les téléspectateurs. Bonjour Marc Goudianou, bonjour Je ne vous ai Carole pas encore dit bonjour amis Roland. téléspectateurs internautes. De toute façon, il m'a salué, je lui réponds naturellement. Et donc, mais attendez que je vous salue d'abord avant de saluer les téléspectateurs. Vous m'avez tellement salué tous les matins que bon, est-ce que j'en ai encore besoin ce matin? Bonjour Roland Tonéikes. Carole, Olaye, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Voilà, nous allons démarrer la deuxième rubrique de cette émission avec une information relayée depuis hier sur les différentes plateformes numériques et également dans certains médias en ligne. Il s'agit de la rencontre entre l'UPR et la concertation, le cadre de concertation de l'opposition. Marc Goudianou. Oui, il faut dire que il y a eu cette rencontre sur demande du cadre de concertation. Tout à fait. Et donc, on a constaté que les échanges n'ont pas été très fructueux et que à un moment donné, il n'y avait pas une synergie dans toutes les actions qui étaient en train de mener le cadre de concertation. L'UPR a pu relever quelques thèmes, hein. Je parlerai des thèmes parce que à lire le communiqué de l'UPR, on se rend compte que... électoral, concept voilà, inexistant dans le cadre juridique béninois. Exactement. Et en dehors de ça, ils se disent que il y a comme s'il y a un manque de confiance entre les acteurs politiques. Or, normalement, ce n'est pas quelque chose qui devait étonner l'UPR de sa position d'appartenance à la grande mouvance présidentielle. Lorsqu'il y a un manque de confiance et que eux ils viennent dire que c'est comme si le cadre de concertation n'a pas confiance dans tout le travail qu'a fait l'ANIP et toutes les structures qui ont travaillé à l'élaboration de cette liste, de la liste électorale. Donc, du coup, c'est normal que les autres aient de méfiance du moment où tout ce travail a été fait par des cadres, d'accord, qui ont été commis par le pouvoir en place. Et puis, il y a même la plupart de ces lois qui ont été votées, c'était uniquement ces députés de la majorité présidentielle qui ont eu à faire le travail. Et donc, à un moment donné, je pense que normalement, c'est normal qu'il y ait un manque de confiance. Et on a toujours constaté que le manque de confiance ne date pas d'aujourd'hui entre ceux qui se disent aujourd'hui opposants et la mouvance. La preuve est qu'à un moment donné, il y a eu même des élections auxquelles ils n'ont pas pu participer. Et donc, aujourd'hui, il faut quand même, le chef de l'État a manifesté sa volonté que si éventuellement il y a lieu de pouvoir corriger les choses, qu'il est ouvert à ce qu'on puisse le faire. Et moi, ça m'étonne aujourd'hui que l'un de ces partis vedettes qui est l'UPR vienne à cette rencontre avec le cadre de concertation et évoque alors l'aspect selon lequel il ne peut pas avoir manque de confiance, et ils ont soulevé un certain nombre de points qui sont des points sur lesquels, par exemple, normalement, ils pouvaient même se comprendre. Parce que si éventuellement on vient à une table de négociation et que nous, de notre côté, bon, je dirais, c'est-à-dire, il y a deux camps, et qu'un camp dit déjà, avance tel ou tel argument pour pouvoir faire la correction du fichier électoral, qui ne devait pas être fichier électoral, qu'ils estiment que ça devait être la liste électorale informatisée. Et donc, de ce point de vue, s'il y a des corrections à faire, s'il y a des amendements à faire, s'il y a des apports à faire, ils le font au cadre de concertation. Et donc, c'est un consensus qu'ils sont en train de rechercher, que le cadre de concertation de l'opposition est en train de rechercher. Et en dialoguant avec eux, en discutant avec eux pour pouvoir voir s'ils ont trouvé des points d'achoppement qui ne vont pas avec la dynamique ou bien avec la démarche que le cadre de concertation a initiée, il suffit juste qu'ils le notifient et que les autres, de leur tour, disent « Ok, on a compris vos remarques et donc on va essayer de refaire la démarche, de pouvoir corriger un certain nombre de choses ».
et le débat va pouvoir évoluer. Mais quand ils se mettent dans une position rigide déjà, on constate déjà que ils ne sont pas du tout d'accord avec le travail qui veut être fait par le cadre de concertation. Sûrement qu'en l'état, les choses les arrangent sûrement. C'est sûrement pour ça qu'ils ne veulent rien changer, ils ne veulent rien modifier. Sinon, normalement, lorsqu'on vient vers vous et qu'on demande à vous soumettre le projet, à vous soumettre ce qui se fera et que vous trouvez des griefs, vous les mentionnez. Et quitte aux autres maintenant de repartir et de pouvoir essayer de réajuster les choses. Et puis, vous allez continuer dans le débat. Mais à les entendre, c'est comme s'ils ont déjà une position rigide par rapport à la question et qu'ils ne veulent pas... Voilà, et qu'ils ne veulent pas du tout en parler avec le cadre de concertation de l'opposition. Ils ne veulent pas que les discussions évoluent. Or, en temps, Ordena Ladatin avait déjà eu à rencontrer quelques membres du cadre de concertation et les propos qu'il avait tenus n'étaient pas forcément ce qu'il y a eu hier entre le cadre de concertation et les membres de l'UPR. Donc, je ne sais pas dans quel objectif ils sont, dans quelle dynamique ils sont. Est-ce qu'ils sont dans la même dynamique que le chef de l'État? Question qu'il faut se poser. Ou bien ils sont dans une autre dynamique. Est-ce qu'on est en train de jouer un double jeu avec l'opposition? Genre, on est en train de dire à l'opposition, OK, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, OK, on veut discuter avec vous, mais en même temps, on vous met des bourreaux d'étranglement pour pouvoir vous empêcher quand même d'aller de l'avant et de pouvoir régler les choses comme cela se doit. Roland, on a une caisse. Oui, moi, je crois que quand on suit un peu ce qui est passé hier comme communiqué, on est en droit de se poser des questions pour dire qu'est-ce que les gens nous préparent encore pour 2026. Parce que quand on parle de fichier électoral, en termes terre à terre, ça veut dire la liste des électeurs à mettre à disposition des différentes, en tout cas, des institutions qui ont en charge de l'organisation des élections. Et donc, ce n'est pas du français compliqué, c'est du terre à terre, c'est du simple à comprendre. Maintenant, quand on sort, dit que ce fichier électoral, en réalité, que dans le contexte actuel juridiquement, que ça n'existe pas, je me pose des questions. Vous savez, nous connaissons le nombre d'électeurs qui étaient conviés aux élections en 2023. Et en 2023, on a des jeunes qui avaient 15 ans, il y en a qui avaient 16 ans, il y en a qui avaient 17 ans, et qui, en 2026, auront 18 ans, 19 ans et 20 ans. Et quand on prend l'ANIP aujourd'hui, l'ANIP doit pouvoir être en mesure de nous dire, à partir de la liste qui a été extraite de tous les Béninois recensés, en tout enregistrés, enrôlés au niveau de l'ANIP, voilà ceux qui avaient voté en 2023. Et à partir de 2023 jusqu'à 2026, voilà ceux qui peuvent voter. Et là, on met la liste à la disposition. Et quand on finit de faire cette liste-là, on met de côté ceux qui sont déjà décédés. On met de côté et on essaie de voir s'il n'y a pas des enfants mineurs qui seront éventuellement sur la liste-là. Et ça permet à toutes les formations politiques d'être au même niveau d'information et de savoir que cette liste-là, maintenant, n'est pas source de tension. Après ça, on essaie maintenant de voir avec la Sénat, qui a à disposition la liste électorale maintenant, de voir alors les questions de déménagement, en tout cas de déplacement et autres là, pour voir, de localité, pour voir comment ils font. Donc, moi je pense que c'est du théâtre, mais je comprends hein, la logique du parti puis le renouveau. En réalité, je l'ai dit dès les premières heures, vous allez voir, ça ira dans tous les sens, ils vont perdre du temps. Et finalement, c'est-à-dire à la dernière minute, on n'aura rien fait et on ira aux élections dans les contextes-là. Et vous savez, ceux qui le font savent très bien pourquoi ils le font, parce qu'ils le savent, leur premier objectif, c'est de conserver le pouvoir d'État. Et c'est pas mauvais en soi, mais je pense qu'il faut travailler à faire les choses dans les règles de l'art. Quand on dit, parce que quand j'ai relu le communiqué signé par l'honorable Gérard Benonchi, je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce communiqué? C'est simple. OK, il n'y a pas de... À proprement parler, dans le contexte béninois, il n'y a pas de fichier électoral, d'accord? Mais il n'y a qu'une liste sera extraite de l'ensemble des Béninois enrôlés au niveau de l'ANIP, non? Mais cette liste, comment on va l'appeler alors? Comment on appelle? OK, si ce n'est pas le fichier électoral, OK, trouvez alors si c'est la liste des électeurs, dites-nous c'est la liste des électeurs. Mais quand vous allez sur Google, vous cherchez votre fichier électoral, c'est en quelque sorte liste électorale. Quand vous cherchez liste électorale, c'est la liste des électeurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, plus que jamais, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ce travail. Que l'ANIP aide les partis politiques à avoir, en dehors des personnes qui étaient conviées aux urnes, plus de 4 millions en 2023, que de 2023 à aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont censées aller aux urnes aussi en 2026, qu'on fasse la somme et qu'on fasse maintenant le contrôle au niveau des circonscriptions électorales pour enlever ceux-là qui sont décédés
dont les parents peut-être n'ont pas fait les déclarations, il y en a dont les parents ont fait les déclarations, mais il y en a dont les parents n'ont pas fait les déclarations. Faire en sorte que les morts ne viennent pas voter en 2026 pour je ne sais qui. Donc, c'est tout simple. Moi, je pense que, oui, les acteurs politiques, parfois, quand on est en position de force, on a tendance à mélanger un peu les thèmes, à mélanger les choses, parce que ça arrange. Mais le problème, ce qu'ils oublient, la roue tourne, et ça peut tomber sur vous un jour, où vous êtes en position de faiblesse, et les autres vont vous faire payer ça. C'est vrai, quand vous regardez un peu, le parti, les démocrates, il n'y en a pas mieux qui sont du parti FCB, on a vu un peu comment ça s'est passé sous Boni Yahi. Mais jusqu'à quand nous allons continuer ça? Ou puis quand quelqu'un vient, il fait son show, et il empêche les autres peut-être de voir clair, et puis après, les mêmes reviennent encore pour pleurnicher. Moi, j'estime qu'il est plus que jamais. Le parti UP Le Renouveau doit pouvoir comprendre qu'il y a nécessité de nous dire dès maintenant. D'abord, quand je lis dans le communiqué qu'il faut attendre la veille des élections. La veille des élections, c'est quand? C'est octobre 2025? La veille des élections, c'est maintenant. Parce qu'on est déjà pratiquement en décembre. 2025, c'est la veille des élections. Et le travail que les partis de l'opposition demandent actuellement, ça va commencer par... ça ne va pas se faire en un mois. Ça va se faire en 2 mois ou en 3 mois. Donc, c'est la veille des élections. Alors, veulent-ils qu'on attende, comment vous appelez, septembre ou octobre, pour commencer à courir pour ça, et après on dira que, bon, écoutez, on n'a pas assez de temps, et puis on sort une liste là, et puis on dit, bon, c'est la liste électorale, les gens vont voter. Est-ce que c'est de ça que nous avons besoin? J'estime que c'est plus que jamais le moment maintenant de faire tout ce travail-là. Maintenant, si ça arrange certains, ils vont toujours trouver la formule. Vous avez vu, l'autre a commencé par dire, à critiquer, à dénoncer, à proposer. Eux, ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ça. Et puis après, vous allez voir peut-être le BR qui va sortir d'ici demain. On est mardi. Bon, peut-être vendredi, eux-mêmes vont sortir leur communiqué. Et après, vous allez voir, Azanaï de Ménantanaba va sortir son communiqué. Et après, de l'autre côté, vous allez voir, souvent Toleba de Bizou va sortir aussi son communiqué. Et donc, chacun d'eux va commencer. Et puis, finalement, vous allez voir que ça ne se fera pas. Et on va perdre du temps. Justement, ce qui m'intrigue, moi, dans tout ça, c'est quand le communiqué parle de manque de confiance. Donc, les membres de l'opposition doivent aujourd'hui faire confiance à ce qui est fait. Moi, en fait, quand j'ai lu cette expression, j'ai souri. Justement. J'avais bien envie d'aller me prendre un pot, en tout cas, pour dire, mais écoutez, de quoi on parle? Pourquoi je le dis? Vous pensez, ils pensent que le Parti des démocrates va leur faire confiance. Justement. Vous les avez dribblés en 2019. Et on est allé à une élection entre frères siamois. 2020, on a vu comment ça s'est passé, où Paul Roubaix est sorti de nulle part, est devenu président, patron national du Parti FCB. 2021, on a vu comment est-ce que Ricky Amadougou et autres, on connaît leur sort. Et c'est Irina Agossa et autres, la sanctionné par cette François Boutique, qui sort de nulle part, qui est candidat. Et vous voulez que ces gens vous fassent confiance. Mais je ne comprends pas les gens. En réalité, nous sommes aussi un terrain politique. Et eux, là, est-ce que hier, ils faisaient confiance à Boni Yahi, parti FCB au pouvoir? C'est normal que personne ne se fasse confiance. Écoutez, personne dans ce contexte ne peut faire confiance à l'autre. Parce que dès lors que les gens ont été dribblés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois quand même, vous voulez qu'ils vous fassent confiance? Il ne peut pas vous faire confiance. Je pense que cette expression devait être enlevée du communiqué du Parti UP Le Renouveau. On devait enlever ça. Parce que j'ai comme l'impression que celui qui a écrit ça ne comprend pas le sens de ce qui se passe depuis 2019 pour les élections au Bénin. Les autres ont le droit de ne pas faire confiance à qui que ce soit. On parle de la conquête du pouvoir. Écoutez, un enjeu. Écoutez, Azanaï ne fait pas confiance aux démocrates. D'accord? Il le dit tout le temps, il ne fait pas confiance aux démocrates. MPL ne faisait pas confiance aux démocrates. Kogone qui a créé MPL ne fait plus confiance à Espérance Tébé, président du démocrate aujourd'hui, du MPL aujourd'hui. Donc vous voulez que les démocrates viennent vous faire confiance alors que tout le temps on a vu comment ça s'est passé. Donc je pense qu'en réalité les gens veulent prendre des bénins pour des briques de 15, malheureusement, excusez l'expression. Mais écoutez, nous avons tous vu ce qui se passe et nous voyons ce qui se prépare. Parce qu'avec ce communiqué, on a quand même une compréhension claire de ce que, oui, des choses se préparent et que les gens, à un moment donné, quel qu'en soit ce que les gens vont dénoncer, ils se diront, mais écoutez, on évolue, ils ne vont pas tenir compte de ça. D'ailleurs, depuis 2019, quand on organise des élections, les populations réclament des choses, les partis réclament des choses. Mais combien de fois on a pris en compte ce que les gens réclament? La plupart du temps, même les partis de la mouvance, hein,
qui ont réclamé des choses aux deux premiers partis de ce qui se dit grand parti de la mouvance présidentielle, mais ça n'a jamais été chose effective. Donc, j'estime que personne dans ce contexte ne peut faire confiance, sauf si les gens sont assez ignorants pour penser qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui vous a tout entriblé. Marc Goudianou. Oui, bon, moi je voudrais même, ce qui étonne dans la démarche de l'UPR parfois, c'est qu'avant la rencontre avec l'UPR, le cadre de concertation a eu une séance avec le ministre de la Justice Tout à fait. et de la législation, qui est un homme, normalement, qui maîtrise les tests de la République. Parce qu'on a dit le ministre de la Justice et de la législation. Et donc ce ministre a en son sein, en son cabinet, des conseillers également. Des cadres. Des cadres. Et lors de cette rencontre, le ministre a pu discuter de façon raisonnable avec le cadre de concertation et a dit qu'il va rendre compte au chef de l'État. Les discussions vont continuer par la suite. C'est étonnant que les cadres de l'UPR viennent pour dire qu'en réalité, il y a un problème de thème, que ce n'est pas concorde avec en tout cas les lois en République du Bénin. Mais est-ce que le vrai débat, c'est là? Le vrai débat n'est pas là, au fait. Le vrai débat, c'est la constitution de cette liste-là, de la transparence autour de cette liste. C'est ça, en fait, le vrai débat. Autour de ceux qui doivent véritablement voter. Oui, et c'est ça la transparence. Parce que si on ne connaît pas, en réalité, la liste, les détails, est-ce que ça a été vraiment respecté par la NIP? Est-ce que tous les contours ont été pris en compte? Les anticipations qui doivent être faites, est-ce que ça a été pris en compte? Donc, tout ce que l'opposition, le cadre de concertation demande aujourd'hui, ça n'a rien de bizarre, c'est légitime. C'est légitime que je puisse comprendre en réalité sur tel terrain je vais. Voilà. Et avec qui il connaît déjà ceux qu'il a en face. Et donc, normalement, le cadre de concertation ne s'est pas mis dans une position rigide. Ils ont lancé l'ouverture des négociations pour pouvoir essayer de corriger les choses. Et le chef de l'État, c'est vrai, il a montré sa bonne volonté à pouvoir les aider à céder. Je vais rappeler en temps, il faut que les partis de la mouvance présidentielle soient très méfiants. Parce qu'ils n'oublient pas que l'histoire retient. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, là, l'histoire retient, les gens les observent. Et ce sont ces mêmes acteurs qui vont revenir. On a vu ces mêmes acteurs en temps, quand ils étaient avec Boni Yayi, qui finissaient, qui tenaient d'autres langages. Et quand Talon est venu, on a toujours vu ces mêmes acteurs derrière lui. Et après Talon, on va encore les observer pour voir le langage qu'ils vont tenir. Et c'est ceux-là qui nous parlent de confiance aujourd'hui par rapport à cet aspect qui est très important pour la vie politique du Bénin. Et donc, les autres sont dans une démarche très honorable pour qu'on clarifie les choses, pour que tout le monde voit clair, pas seulement les partis de l'opposition, mais même les citoyens également, qui doivent aller aux urnes, néanmoins. Et donc, dans cette position, je pense que c'est vraiment dommage que l'UPR puisse se mettre déjà dans cette position-là. Et on connaît ceux qui le font. On parle de l'UPR de Diogbenou, et on ne sait même pas de qui émane même cette réflexion très ambiguë sur la question. Justement, et donc, il ne devrait même pas... du parti qui a signé. Le secrétaire général signe un communiqué, mais qui vient des membres du bureau quand même. Et écoutez, en fait, moi, j'ai quand même l'impression que vous êtes surpris, en fait, par rapport à ce qui se passe. Vous allez, si vous vous rappelez, la semaine dernière, je disais, en réalité, des choses vont se passer et il faut se préparer à tout. D'abord, le premier aspect, c'est que le chef d'État a reçu les opposants en novembre 2023. Et c'est un an après que le garde des Sceaux les reçoit. On a perdu une année à ne pas revenir sur cette question. Ils sont reçus par le garde des Sceaux qui parle et qui discute avec eux. Ils se tournent maintenant vers l'UP Le Renouveau qui déjà leur donne cette réponse. Et n'oubliez pas que l'UP Le Renouveau est dirigé par Joseph Diogbenou, qui a été président de la Cour constitutionnelle, qui, pendant qu'on créait ce parti-là, il était lui président de la Cour constitutionnelle. Tout à fait. Il démissionne de là-bas, on le parachute président de ce parti. Toute décision qui viendra de ce parti ne devrait pas surprendre en réalité. On doit se préparer dans la logique de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle par le passé et se dire, ce parti peut à tout moment s'opposer à certaines initiatives. Et ça ne devait pas surprendre. Et c'est pourquoi je continue de le dire ce matin. Les opposants n'ont pas en réalité à pleurnicher. Parce que je dis, c'est peut-être un bonbon qu'on leur a lancé. Ils sont en train de croquer, ça vient un os qui sont en train de croquer. Et puis après, on perd du temps. L'essentiel pour eux, quand ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'ils ont prévu comme plan B?
Qu'est-ce qu'ils se préparent maintenant pour contourner ça? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contourner Mais cette écoutez, situation? le problème, c'est que je vous ai dit, le parti BRP du jour au lendemain même sorti son communiqué. D'accord? Pour dire oui, nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Ah non, écoutez, il n'y a pas de fichier, il n'y a pas si. Parce que. Du coup, il n'y a pas consensus. Mais écoutez, quand c'est comme ça, vous allez vous organiser autrement. Parce que vous savez très bien que vous n'aurez pas gain de cause de ces gens-là. La meilleure option, c'est que dès lors que vous avez un blocage quelque part, vous attaquez un sentier, vous contournez. C'est simple. Maintenant, s'ils graissent là, vous allez voir. En fait, toute la stratégie, c'est pour leur faire perdre du temps. C'est-à-dire qu'eux, ils vont s'accrocher à ça s'ils ne sont pas assez éveillés. Ils vont s'accrocher à ça pour dire oui, ah non, il faut fichier, il faut fichier. Et ils sont en train de faire des sous de fichiers. Et on revient, on se retrouve en mai 2025. Et puis après, on leur jette quelque chose pour dire, bon, ok, l'ANIC va sortir une liste là et vous allez valider. Et pendant ce temps, c'est qu'ils attaquent notre chantier. Non, je pense que plus que jamais, les gens doivent être préparés à toutes les éventualités. En tout cas, moi, ce communiqué, quand j'ai lu, j'ai souri parce que j'ai déjà annoncé les couleurs la semaine passée pour dire, écoutez, rien de bon ne sortira pratiquement de cette affaire. On va leur faire perdre du temps pour rien. Eux-mêmes, peut-être n'étant pas assez suffisamment préparés, étant dans un cadre où peut-être chacun, à un moment donné, a été obligé de mettre de côté son ego. Et après, peut-être d'autres personnes vont finir. Ne soyez pas aussi surpris que des gens sortent encore de ce cadre d'ici là. Ça, c'est encore une autre situation qui peut arriver. Parce qu'à un moment donné, certains pas mieux, ayant dormi ou suite à certains représailles, disent, bon, écoutez, on laisse affaire de fichier électoral. Et les autres vont dire, non, mais écoutez, on va continuer. Attaquons tel chantier. Et non, au sein même des partis de l'opposition, il peut y avoir bruit. Oui, il peut y avoir bruit. Parce qu'à un moment donné, écoutez, quand vous regardez comment ça se passe depuis 90, ils se mettent ensemble parfois. Après, c'est un autre qui sort de nulle part pour dire non, que lui n'est pas d'accord avec ce que les autres disent et qu'il pense que c'est un panier à crabe. Vous avez vu la résistance? La résistance était constituée de qui? Ils étaient combien allés à Vidolé? Vous les connaissiez, non? Tout à fait. Mais le problème, résistance existe encore aujourd'hui, ça n'existe plus. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui a causé ça? C'est les gens au sein de la résistance qui ont commencé à avoir d'autres langages pour dire non, on n'est pas d'accord avec ci. Après, on a commencé à condamner l'autre, accuser l'autre de je ne sais quoi. Et c'est arrivé. Donc, si les gens veulent véritablement aller aux élections en 2026, je leur préfère de s'organiser autrement. Bon, Marc Goudianou, comment pensez-vous que l'opposition puisse aujourd'hui... Oui, Laurent parle de s'organiser autrement, mais ils vont rien inventer. Hein. Ils vont rien inventer parce que s'ils doivent s'organiser... Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment l'opposition peut contourner? Là où le véritable problème qui se pose aujourd'hui au niveau de l'opposition ou au niveau du cadre de concertation, c'est un manque de confiance dans le fichier électoral. Et donc, ce qu'ils demandent aujourd'hui, ou bien ce qui sera fait aujourd'hui, c'est qu'on audite en réalité le fichier électoral. Tous les citoyens qui ont été enregistrés, tels que l'a dit Laurent, et qui font partie, par exemple, de cette liste, et parmi eux, ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge majeur et qui l'atteindront peut-être d'ici 2026, il y a beaucoup de contours qu'il faut voir autour pour pouvoir réorganiser les choses. Et le chef de l'État a dit, s'il a donné le lead, par exemple, de l'audit, d'accord, à l'opposition. Il donne même le lead à l'opposition. Et si l'opposition a besoin de moyens financiers, qu'il va mettre les moyens à disposition pour qu'on puisse le faire. Alors, si l'opposition, je dis que la démarche que l'opposition est en train d'initier est une démarche pour avoir un consensus autour de la chose. Sinon, ils n'ont pas forcément besoin de l'aval de l'UPR avant de pouvoir aller à cet audit. Non, ils n'ont pas besoin. Si réellement les acteurs au niveau du pouvoir étatique, au niveau de ces différentes structures, leur disent que, OK, vous avez besoin de quel élément et de quel élément pour pouvoir quand même faire l'audit. On va vous donner les éléments que vous voulez. Si vous avez des experts qui sont commis à la chose et qui peuvent évaluer, vous allez le faire, vous allez recruter ces experts-là. Ils vont faire le travail et ils vont pouvoir donner le résultat. Je pense que dans la démarche de l'opposition, c'est pour qu'on ne dise pas en réalité que l'opposition joue un rôle exclusif, voilà, d'accord, ne veut pas discuter avec les autres, ne veut pas rester dans une position rigide d'opposant, qu'elle initie cette démarche. Et si les autres ne veulent pas participer à la démarche, je pense que l'opposition doit anticiper et revoir les choses, mis à part le problème interne
que Laurent vient d'évoquer, qui n'est pas seulement l'apanage de ce cadre de concertation, mais qui est l'apanage de tous les partis politiques, même du grand ensemble, de l'UPR, du BR. Il y a toujours des gens dedans qui sont prêts à pouvoir foutre la porte et partir à tout moment, ou à pouvoir aller donner les informations du parti ou de l'ensemble à tel ou tel. C'est de la même façon dans le cadre de concertation. Et donc, c'est à eux de pouvoir peser le pour et le contre, de pouvoir imaginer, de pouvoir mettre en place des plans qui puissent leur permettre, à un moment donné, lorsqu'ils seront bloqués à tel processus, de pouvoir évoluer vers tel. Si tel est que le chef de l'État a cette bonne volonté, en leur disant qu'il est prêt, en envoyant le ministre de la Justice les rencontrer et montrer sa bonne volonté, c'est que normalement, le communiqué de l'UPR ne doit pas être un frein au déroulement de tout l'ensemble du processus qui doit continuer. Et ils peuvent continuer. Pour le moment, c'est vrai que le cadre de concertation ne s'est pas encore prononcé par rapport à cette rencontre. Peut-être elle va se prononcer. Bon, on a vu quelques extraits. Non, mais pas de façon officielle, comme l'a fait l'UPR. Donc, on va attendre peut-être. Le cadre de concertation va faire sortir sûrement un communiqué également pour pouvoir dire exactement et ce qu'elle pense faire pour pouvoir continuer le processus de façon normale. Voilà, nous allons évoluer. Le budget de l'État 2025, plus de 200 milliards de francs CFA pour le ministre Samou Seydou Adambi. Oui, de 200 milliards, il y a la question de l'eau, il y a la question de l'énergie. Tout à fait. C'est des chantiers sur lesquels le gouvernement pense s'investir davantage. Et qui concernent la population. Oui, hein? C'est des chantiers sur lesquels le gouvernement pense s'investir davantage en 2025. On a pu voir que oui, à l'horizon 2025, il est prévu que ce soit une couverture de 100% au plan national, même s'il y a ce niveau, il y a des choses qu'on peut dire. Mais j'estime que oui, c'est quand même une bonne vision, un objectif à atteindre. Et donc, de ce point de vue, donner de l'eau aux populations dans tous les coins et recoins du Bénin, c'est un fait. Donner l'énergie aux populations, l'énergie électrique, vous savez très bien que dans certaines localités au Bénin, quand on vous coupe ces 24 heures, et même parfois la SB2E est obligée d'envoyer un communiqué pour dire on va couper le courant pour tel nombre d'heures, beaucoup de choses qui se passent. Donc 200 milliards. Et puis les mines, il y a aussi la question des mines, où aujourd'hui le Bénin fait des explorations pour voir si, en tout cas, on a quand même dit que... Ils nous ont promis qu'en 2025, on aura le pétrole. Donc, oui, pour avoir le pétrole, bon, c'est vrai que certainement, ils ont déjà fait l'exploration, ils ont peut-être fait déjà l'estimation. C'est une information confirmée par le porte-parole du gouvernement. Oui, donc déjà, pour le pétrole, l'investissement, c'est un investissement assez lourd, et donc ça demande beaucoup d'argent, et donc c'est peut-être ce qui justifie le fait qu'on lui donne 200 milliards de francs CFA à gérer, pour non seulement nous donner de l'eau, de l'énergie à 24 h 24, 365 jusqu'à 365, et puis après, nous permettre maintenant de vendre du pétrole, et puis peut-être à la pompe, nous pourrons avoir l'essence à pourquoi pas à 275 francs ou 300 francs, pourquoi pas. Mais si nous exportons, nous produisons et nous exportons, écoutez, nous pouvons avoir l'essence chez nous à 275 francs, pourquoi pas. C'est pas un rêve utopique. Sauf si la quantité qu'on nous annonce se trouvera dans une bouteille de sérum comme sous Casa Barthélemy. Marc Goudjan. Oui, je pense que le ministre Adambi bénéficie de ce budget en fonction d'abord des réalisations qu'il a eu à faire par le passé et qui ont impacté un certain nombre de secteurs. Et donc, il a encore cette ambition de pouvoir quand même permettre à la population d'avoir surtout accès à l'eau. La dernière fois, on a vu qu'il y aura beaucoup d'impact, d'accord, sur la réalisation de la disponibilité de l'eau dans les zones les plus reculées et même dans les zones autour de Cotonou et environ, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a même des zones qui sont dans Calavi, Cotonou, Porto Nouveau et environ, qui ne disposent pas encore d'eau potable à la bonne source, je dirais. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vaste budget qui a été accordé et je pense que le ministre est à même de pouvoir faire le travail. Il a déjà montré, par le passé que c'est un homme qui travaille bien, qui est aux côtés de sa communauté et
qui essaie de mettre le programme d'action du gouvernement à l'œuvre à travers ces différents projets qui doivent impacter surtout les populations. Et qui parle d'eau et d'énergie, c'est tellement vital parce que lorsque on disait toujours l'eau c'est la vie et c'est important de pouvoir mettre à disposition de tous les Béninois où qu'ils se trouvent de l'eau et de l'eau potable. Et également le projet minier qui est en cours également pour la disposition pour le Bénin d'une réserve pétrolière. Je pense que c'est très important pour le pays et que ça va soulager un tant soit peu la population, parce qu'il faut dire que tout ce que l'on consomme aujourd'hui en termes d'hydrocarbures est acheté de part et d'autre. Et lorsqu'on aura un peu cette autonomie, ça va alléger un peu les coûts, d'accord, de ces... Ça va alléger. On veut l'essence à 275 francs. Ça va alléger, c'est sûr. Même, prenez, même le Nigeria, l'essence n'est pas assez moins cher que ça. Ah, aujourd'hui, même avec... Surtout 300 là-bas. Bon, si on peut avoir ça à 300 ici, ça va nous aider. Il y a 275. Alors qu'on n'est même pas encore sûr. On n'est même pas encore sûr que... Si on va. On aura... Et ça dépend aussi de la quantité. Si on sera producteur de pétrole, que ça ne va pas nous arranger là. Ça dépendra aussi de la quantité, vous savez, bien sûr. Ça dépendra de la quantité. Si on n'a pas assez de quantité à faire raffiner, on ne pourra que desservir peut-être quelques... à moins que... Encore, il y a encore d'autres réalités. C'est que lorsqu'on va extraire le pétrole ici, qu'on va installer une raffinerie pour pouvoir le faire... Non, c'est en cours, rassurez-vous. Pour pouvoir le faire... Il y a une raffinerie qui a été inscrite, en tout cas. Vous avez déjà vu là, c'est en cours de réalisation. 2 ans ou 3 ans. Et c'est en cours de réalisation déjà. En tout cas, c'était inscrit au PTA du ministère des Mines depuis 2 ou 3 ans. Non, je ne parle pas de PTA. Vous savez que le gouvernement ne parle pas. Peut-être qu'un jour, on ira innover. Parce qu'il faut dire, l'installation d'une raffinerie, ça prend du temps. Ça prend assez de temps. Coûteux. Oui, et c'est assez coûteux, ça prend du temps. Et donc, je me demande si, lorsqu'on nous dit en 2025, à quel moment la raffinerie a commencé par être construite, à quel moment ça va finir avant que l'on puisse commencer l'extraction. Si c'était le cas, nous on le saura, non? Attends, ou bien on le fait dans une grotte, ou bien c'est caché où... Je vous dis, il y a une raffinerie qui est en cours de construction au Bénin. D'accord? C'est parce qu'ils n'ont pas rendu l'information officielle que moi-même je n'en parle pas. La source de l'information. Je vous dis, vous savez très bien qu'aucun journaliste ne peut... La source de l'information, vraiment. Roland Tonei-Ikech. Je vous dis, Carole Laye, Marc Boudianou, il y a 2 ou 3 ans, d'accord? Le gouvernement a inscrit au PTA du ministère des Mines la construction d'une mini-raffinerie au Bénin. Pour produire du pétrole. Et, sauf erreur de ma part, les travaux ont commencé depuis. Si le gouvernement vous dit que... Attendez, vous allez découvrir d'ici là. Si le gouvernement vous dit qu'à partir de 2025, là, on va produire là, sachez qu'ils ont un plan. Bon, c'est vrai qu'il y aura peut-être les contingences du moment, mais ils ont un plan pour produire du pétrole à partir de 2025. En réalité, je ne le dis pas pour le dire, et je ne peux pas vous livrer ma source parce qu'un journaliste ne livre jamais sa source. Donc, non, rassurez-vous, rassurez-vous. En tout cas, selon les informations que j'ai reçues, je crois que éventuellement le porte-parole du gouvernement, certainement au cours de la semaine, viendra vous confirmer ça. Bon, c'est vrai. Ce que moi je me dis, c'est pour dire, bon, c'est bon, on est en train de parler du budget. Ils n'ont pas rendu ça public parce qu'ils ne veulent pas communiquer pour communiquer, quoi. On veut, bon, ils ont... Mais c'est bizarre, hein. Sinon, normalement, le gouvernement n'a pas de réticence à communiquer. Non, la plupart du temps, non, il faut reconnaître... Pour les chantiers, non, il faut reconnaître un truc pour ce gouvernement. Ça, il faut le dire honnêtement. La plupôt du temps, ils ne communiquent pas sur les lancements de chantier et autres là. Non, c'est quand ils finissent que... Il n'y a pas de pause de première pierre. Ils ne finissent même pas. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et puis, en fait, une raffinerie... Le marché de grand gros et puis, non seulement ça aussi... c'est fini, c'est pas encore non seulement ça, écoutez, une raffinerie, c'est assez sensible également aussi. Et donc, ça requiert un certain nombre de dispositions, de faire attention, sachant très bien que même ça, que peut-être... Bon, voilà. Qui va nous attaquer? Qui va attaquer ces raffineries? Ce que je veux dire par là, c'est que on les connaît le plus souvent sur les lancements, ils ne communiquent pas. Et c'est quand ils finissent qu'on nous vend l'image là, abondamment installée. Dans tous les groupes vous retrouvez, vous avez l'image 1000 fois, la vidéo 1000 fois. Et bon, vous devez supporter, vous allez en souffrir. Mais ils ont fait leurs choses, ils doivent communiquer. Mais donc, en réalité, ça ne devrait pas être surprenant. Attendez 2025, probablement, certainement, ils vont montrer les premières images.
Nous allons évoluer. Il y a la présidente de l'Institut national de la femme qui a donné le top de la quinzaine d'activisme contre les VBG. Oui, c'est très important. Les hommes Soweto, il faut régler leurs problèmes. Aucun homme ne saurait être Soweto au point de bastonner son épouse, lui donner les yeux assez enflés, comme quelqu'un qui a volé un mouton à Gbaïzou. Non, quand même, votre épouse, vous lui avez dit je t'aime. Et c'est pareil, hein, c'est pour la violence dans le couple, mais aussi le fait qu'on tape les filles, on maltraite les filles. Est-ce que ce genre de sensibilisation impacte réellement? Je dis, cette sensibilisation impacte, mais je pense que, et je le dis une fois encore, l'Institut national de la femme doit trouver un mécanisme pour rééduquer certaines femmes. Moi, j'insiste sur ça. Il y a des femmes là. C'est à l'Institut de rééduquer. Oui, mais si vous avez l'argent pour faire une sensibilisation sur les violences basées sur le genre, vous devez avoir de l'argent pour former les femmes, pour amener ces femmes à fermer leur bouche parfois quand il le faut. C'est très important. Parce que comme ça énerve certains hommes. Et je n'encourage pas les hommes à réagir violemment. Mais c'est-à-dire qu'il y a que parfois, ces femmes, comme ça, et elles vont te sortir du tergon. Pas possible, il vaut mieux sortir de la maison, sinon c'est vite arrivé une bêtise. Et maintenant, il faut aussi maîtriser les mains de certaines femmes. Celles qui sont les premières à gifler les hommes. Et à vouloir que les hommes croisent les bras. Oui, l'homme qui doit riposter, malheureusement, son nom va être à la radio, à la télé pour dire c'est lui qui a tapé femme, c'est lui. Mais on oublie que l'homme, la femme qui se dit faible, qu'on veut protéger, c'est elle qui a été le premier à gifler le monsieur. Donc, je crois que sensibilisation, oui. Sensibiliser les hommes à éviter ça. Ah non, ne faites pas de violence sur les femmes, d'accord, tout ça là. Mais il faut qu'après les 16 jours là, qu'on mette 16 jours de formation et d'éducation de certaines femmes. C'est très important. Je pense que c'est une bonne initiative initiée par l'INF, je dirais, parce qu'il faut dire déjà qu'il y a un grand travail qui se fait à ce niveau par le ministère de la Famille déjà, à travers les centres sociaux qui existent un peu partout déjà. Donc, ils ne viennent que renforcer, je pense bien sûr, le travail qui se fait déjà par le ministère de la Famille. Et lorsque l'on parle de violence basée sur le genre, c'est que le plus grand problème à ce niveau, c'est qu'il faut commencer, Laurent l'a déjà dit, il faut commencer par la sensibilisation. Ça passe par l'auto-éducation de nos femmes d'abord, de nos filles d'abord, d'accord? Parce que ce sont elles qui sont au centre du débat aujourd'hui. Et une mère ou une fille qui est bien éduquée, d'accord? C'est vrai qu'il y a de ces hommes-là qui sont dans l'excès, qui sont dans la violence et qui débordent énormément. Et ce qui n'est pas du tout à encourager. Mais c'est que les femmes également on doit les sensibiliser assez pour qu'elles sachent en réalité quel est leur rôle, d'accord, au sein de la couche, au sein du couple, au sein de la couche familiale et quels vecteurs elles sont en ce qui concerne l'éducation également des enfants, de ces filles-là, qui sont amenées à devenir demain des femmes, des mères demain. Et des mémés. Bien sûr. Et donc, c'est très important que ce travail, que ça ne s'accentue pas seulement sur le fait que c'est les hommes qui sont violents envers les femmes, envers les filles, sans pour autant rechercher la profondeur du mal. Pour voir, est-ce que, aujourd'hui, on n'a pas les statistiques, est-ce que pour la plupart de ces cas-là, qui sont réellement à la base de ces violences-là? Et si c'est les femmes, il faut pouvoir les sensibiliser, il faut pouvoir les rééduquer d'une autre façon pour qu'elles sachent que c'est vrai, lorsque vous venez dans un foyer, ce n'est pas toujours facile à vivre. Vous avez reçu des éducations différentes de part et d'autre, et donc il va falloir à des moments donnés faire des concessions pour pouvoir mieux vous comprendre. Et parfois, vous savez, la femme va te dire, parfois, quand elle monte le ton, elle hausse le ton, elle crie, elle bavarde, finalement elle se dit, elle revient en elle, mais après elle se dit, bon, c'est mon côté négatif qui était sorti, excuse-moi, on se comprend bien sûr. Mais de la même façon, l'homme ne parle pas beaucoup, mais l'homme est beaucoup plus impulsif. D'accord? L'homme a tendance à réagir, à ne pas beaucoup plus parler. Et donc, l'homme pourra vouloir s'excuser en dessous de ça, à se mettre en dessous de ça pour pouvoir dire je m'excuse, mais on n'encourage pas ça. Et donc, de la même façon, la responsabilité, elle est partagée de part et d'autre. Il faut que même dans cette même sensibilisation, que l'on arrive à tirer la sonnette d'alarme au niveau des femmes pour leur dire il faut que vous reveniez à l'éducation de nos mères, de nos grands-mères, pour savoir que dans un couple, dans un foyer,
il faut la concession, il faut le respect mutuel. N'hésitez pas toujours que ce que vous allez faire, que ce soit à l'égal de ce que l'homme va vous faire. Parce que parfois, certaines femmes veulent se mettre au même titre d'égalité que le mari, alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible que vous vous mettez au même pied d'égalité que votre mari. Non, l'homme, c'est le chef du foyer. Je crois que j'ai déjà dit, après les 16 jours d'activisme, il faut 16 jours, d'éducation. Et de formation de certaines femmes. C'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes assez respectueuses, assez correctes. Hein. Et ce matin, je dis chapeau à cette dame-là. Continuez. Mais il faut pas parler ainsi. Ce que vous dites, c'est discutable. C'est discutable. Je m'attendais à votre réaction. Il y a certains, je n'ai pas voulu réagir, mais le fait de répéter la même chose m'amène finalement à parler. Au moins, on s'entend sur le fait que la responsabilité est partagée. Il y a certains hommes qui amènent les femmes à réagir aussi. Il y a des hommes qui sont très peu polis. Il y a des hommes qui, parce qu'ils ont les moyens financiers, ils peuvent chosifier la femme. C'est vrai. Carole, là, il y a des... Je ne parle pas de... Vous savez, dans toute situation, il y a des exceptions. La soumission, oui, mais moi je dis toujours la soumission. C'est même pas négociable. On n'a même pas besoin de demander à une femme d'être soumise. C'est l'homme qui amène la femme à se soumettre. De l'éducation que vous avez reçue. Hein. Carole, là, vous parlez en fonction de l'éducation. De la même manière qu'il y a des femmes djandjou, il y a des hommes djandjou. Ça, on comprend. Mais il y a des femmes... Justement. Il y a des femmes... On pourrait, après ces 16 jours de formation, d'éducation de femmes, l'INF doit aussi penser aux hommes. 16 jours également. Non, on peut... Le problème, c'est que ceux dont on parle, c'est des hommes assez corrects, assez calmes, mais qui ont des femmes djandjou. Ça. Oui, mais en fait, ne mélangeons pas d'abord, chère Carole. Je dis, il y a des femmes aujourd'hui qui, malheureusement, peuvent pousser même des hommes assez calmes à bout. Et ça existe. Comme il y a des hommes qui laissez-moi finir. poussent également à bout les femmes très calmes, très soumises à bout. D'accord, mais c'est ce que je dis. Comme vous l'avez souhaité maintenant, je crois que Mme Huguette Boupa-Yankadia nous suit ce matin. Après les 16 jours d'activisme, il faut faire 16 jours de formation et d'éducation de certains hommes et femmes djandjou. C'est bon maintenant. Voilà, c'est bon. C'est mieux dit. Alors, nous allons rester avec le quotidien Le Matin qui parle de la réouverture des frontières du côté du Niger. Le Bénin a toujours la main tendue. Oui, je crois. Le Bénin a la main tendue, c'est ce qu'on lit depuis quelques jours. Je crois que les autorités nigériennes doivent pouvoir, au-delà de tout... Le Bénin a autorisé désormais le voyage de plusieurs marchandises vers le Niger. Oui. Déjà, j'estime que c'est pour ça qu'on parle du Bénin qui a la main tendue. Mais que fait la partie nigérienne aujourd'hui? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que les autorités nigériennes, au-delà de ce qu'on a dit dans cette crise entre le Bénin et le Niger, doivent maintenant se mettre au-dessus de la mêlée et mettre leur ego de côté. Parce que, pour peu qu'on sait, c'est que les choses sont pratiquement la normale aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des menaces à proprement parler pour que les gens continuent de maintenir les frontières fermées alors que le Bénin, quand même, au-delà de tout, il y a le pétrole qui est vendu maintenant par le Bénin, vous avez de l'argent. Donc j'estime véritablement que les autorités nigériennes doivent maintenant regarder un peu la vie de leurs compatriotes. Même s'ils ont réussi à faire certaines choses sur le territoire nigérien, les gens, en tout cas, n'ont plus de problème comme aux premières heures après le coup d'État de 2023. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécanismes mis en place par le pouvoir en place pour faciliter la vie oui, non seulement en sérénité, en termes de bien vivre au Niger, c'est plus comme aux premières heures après le coup d'État. Donc, on a comme l'impression qu'ils se disent, bon, on est autosuffisant aujourd'hui, on n'a plus besoin de les moments difficiles. Oui, on a dépassé cette période-là et donc on n'a plus besoin des autres. Mais je pense qu'ils ont toujours besoin du Bénin parce que le transit des marchandises entre le Bénin et le Niger, en tout cas, ça leur revient très moins cher par rapport aux autres pays et c'est très important. Il faut que maintenant, dès lors que le Bénin a donné davantage d'assurance, dès lors qu'ils ont d'assurance, et ils ont leurs éléments aussi également aujourd'hui, et ça pourrait les aider maintenant à revoir leur position. Bon, maintenant, écoutez, on parle quand même de deux pays, on parle de sécurité intérieure, et sachant très bien que les Nigériens redoutent toujours
une certaine invasion de la France ou des États-Unis, ça peut justifier, ça peut justifier leur position. Et j'estime qu'aujourd'hui que c'est même la vraie raison. Oui, oui, si c'est la raison évoquée. C'est la raison évoquée, mais je pense sincèrement qu'ils doivent maintenant essayer de voir les choses. Et on peut réorganiser le trafic entre le Bénin et le Niger autrement. Si c'est pour mettre un scanner, peut-être à la frontière là-bas, mettre un scanner et toutes les marchandises qui viennent du Bénin, il faut checker. Il faut checker. Voilà. C'est très important. On peut le faire de cette manière. Marc Goudjanou. Bon, je pense que c'est un problème qui a trop perduré. Et moi, je me dis, la plupart de ceux qui en souffrent, ce ne sont pas les dirigeants. Tout à fait. Ce ne sont pas les dirigeants qui en souffrent la plupart du temps. Ce sont les populations qui en souffrent. Et c'est sûr que les commerçants, les acteurs au niveau du système économique du Niger en souffrent, autant que nos acteurs également ici, et également les populations également en souffrent. Qui vous dit peut-être que si la frontière du Bénin avec le Niger était toujours ouverte, peut-être l'huile d'arachide ne va pas coûter 2000 francs le litre aujourd'hui, peut-être. Et donc, c'est ce qui est dommage dans l'histoire où déjà le Bénin montre sa main tendue, montre sa bonne volonté pour que les relations entre les deux pays redeviennent normales. Voilà, normales. Et donc, aujourd'hui, on voit le Niger qui est un peu toujours réticent. Je vous apprends même que cette semaine ou la fin de la semaine passée, il y a un membre du service de renseignement français qui a été pris au Niger, par exemple, que j'ai appris. Oui, et donc, il faut articuler. Du coup, ils sont toujours méfiants, d'accord, par rapport à ce qui concerne leur sécurité nationale. Et donc, je pense que si c'est encore cette même raison qui amène au blocage de la frontière aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer de rediscuter encore avec eux, de les mettre en confiance. Si sûrement, peut-être de notre côté, le chef de l'État avait beaucoup plus œuvré pour pouvoir essayer de mieux les mettre en confiance, je pense que le problème serait déjà réglé. Donc, c'est un problème de manque de confiance entre les deux États. Et tant que la confiance ne sera pas totalement restaurée, ce serait difficile. Laurent a parlé des scanners et tout ce qu'il faut mettre. Ça, ce n'est pas même le problème chez eux. On peut mettre tous les dispositifs au niveau des frontières pour faciliter. Ce n'est pas ça le problème du Niger, au fait. C'est la relation que l'on entretient aujourd'hui avec la France qui pose le problème avec le Niger. Et c'est ça qui cause totalement le blocage, je pense bien. Et même si on ne peut pas rompre ces relations, même aujourd'hui, est-ce que le Niger a rompu totalement les relations avec la France? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste que des réajustements sont faits. Et si à notre niveau, ils ont quelques inquiétudes, quitte à notre diplomatie de pouvoir les rassurer pour que les choses puissent évoluer, parce que ce sont les populations qui en souffrent, je l'ai dit tout à l'heure, et il faudrait que les frontières soient ouvertes pour que chacun puisse faire le commerce comme cela se doit, et que c'est vrai hein, que la frontière, malgré qu'elle soit fermée, il y a des fuites, puisque en réalité, je connais des Béninois vont toujours au Niger, reviennent. Et même les viennent au Bénin, voilà, c'est pas hermétiquement fermé au vrai sens du terme. C'est pas une culture avec un portail qu'on ferme. C'est pas le but de Berlin, quand même. C'est juste la voie officielle tracée. Et puis, il faut aussi dire que, écoutez, dès lors que le Niger a envoyé un ambassadeur au Bénin, et que le Bénin a envoyé un ambassadeur au Niger, je crois qu'en temps normal, ça augurait de ce que, oui, les choses pourraient aller mieux entre les deux pays. Et donc, quand ça traîne aujourd'hui, je crois que Mac l'a relevé, c'est une question de confiance aujourd'hui. Quand on sait que la France, selon les dernières informations, tente toujours d'envoyer des éléments sur le territoire nigérien et autres, il y a matière à se poser des questions et les gens se disent, mais si votre pays collabore avec la France, on ne peut pas vous faire confiance. Et encore que nous n'avons pas les mêmes problèmes, hein, ils doivent comprendre que si ils ont un problème avec la France et qu'ils se sont séparés de la France, le Bénin n'a pas encore, en tout cas pour le moment, de problème avec la France au point de se séparer de la France. Donc, ils doivent pouvoir comprendre ça et je pense que c'est à eux maintenant de prendre leurs dispositions. Il faut qu'ils tiennent compte de la vie des Nigériens, des Béninois qui font des activités autour de cette frontière et qui font les transits, en tout cas les transports de marchandises et autres. On comprend la position de Tiani, mais je pense qu'au-delà de tout, il y a certainement encore peut-être des voies et moyens pour en arriver à reprendre le corridor Cotonou-Niamey aussi facilement. Merci à vous, Marc Goudjanou. Merci Roland Toneikes.